Je m'appelle Isabelle Morin. J'ai 75 ans. Pendant 53 ans de mariage, j'ai gardé un secret de mon mari, Étienne. Je n'ai pas simplement croisé son chemin à la bibliothèque en 1971, j'avais tout planifié. Je lui avais posé 5 questions précises qui m'ont dit qu'il était l'homme de ma vie, et je ne lui ai jamais dit la vérité. Je nous ai volé la chance d'en rire ensemble, moi, l'introvertie, la collectionneuse de timbres, qui l'avait poursuivi avec une telle détermination. J'ai porté cette culpabilité comme une pierre dans ma poche, chaque jour, sans exception. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé. Tout a commencé en mars 1971. J'avais 22 ans, j'étais nouvelle assistante sociale à Lyon. J'étais aventurière dans ma tête, mais discrète en société. Mes passe-temps, je les pratiquais seule, la photographie, la peinture. Mais j'étais assez lucide, même à cet âge, pour savoir ce que je voulais. Et je l'avais remarqué. 3 mardis de suite, dans la section Histoire de la bibliothèque municipale de la Part-Dieu. Il avait un visage doux, concentré. Il se perdait dans les livres. J'ai commencé à préparer mon plan. Alors, le 4e mardi, j'ai créé notre première rencontre fortuite. Je suis passée devant sa table et j'ai délibérément laissé tomber mon exemplaire du 2e sexe. Il a atterri juste près de sa chaise. Il l'a ramassé. Nos regards se sont croisés. Je l'ai remercié, et ma voix n'a tremblé que légèrement. Et au lieu de partir, j'ai posé ma première question délibérée. Quel est le dernier livre qui vous a empêché de dormir? Son visage s'est illuminé, vraiment illuminé. Il m'a dit que c'était la biographie d'un médecin militaire de la Grande Guerre. Il s'est mis à parler des gens ordinaires dans des moments extraordinaires, de la compassion sous la pression. Il parlait avec une telle fougue, cela m'a dit qu'il avait de la profondeur, du cœur. J'étais nerveuse, mais j'ai insisté. J'ai proposé de continuer la conversation au café en bas de la rue. Il a dit oui, simplement. Ce n'était plus seulement un plan. C'était une conversation que j'avais désespérément envie d'avoir. Autour d'un café, j'ai posé la 2e question. Qu'est-ce que vous vouliez faire quand vous aviez 10 ans? Il a ri, un rire merveilleux, chaleureux. Il a dit astronaute, mais qu'il était devenu professeur d'histoire au lycée à la place. Il a dit « J'ai décidé que je voulais lancer des esprits, pas des fusées ». Cette réponse, elle me montrait son sens pratique et son amour profond pour ce qu'il faisait. J'étais déjà en train de tomber amoureuse, je le savais. Nous avons convenu de nous retrouver la semaine suivante. Il me restait 3 questions. En marchant vers sa voiture, lors de notre prochaine sortie, j'ai posé la 3e. Parlez-moi de votre famille. Ce n'était pas une question anodine. J'étais assistante sociale. Je savais que les racines comptaient. Il a parlé avec une telle tendresse. Ses parents, ses frères et sœurs, une fratrie joyeuse et bruyante. Cela ressemblait à la famille que j'espérais construire un jour. Cela me disait qu'il était quelqu'un d'attaché aux autres, quelqu'un de loyal. Ma petite liste de questions, griffonnée sur un bout de papier dans ma poche, pesait plus lourd à ce moment-là. Je me sentais coupable. À notre 3e rencontre, j'étais prête pour la plus importante. Nous marchions dans le parc de la Tête d'Or. J'ai demandé « Y a-t-il quelque chose sur lequel vous avez changé d'avis ?» Il s'est tu, pensif. Puis il m'a parlé de l'évolution de ses opinions sur l'égalité des droits pendant ses années d'université. Il a dit «
Je crois que les gens peuvent changer, mais surtout, je crois que nous en avons le devoir. À cet instant, j'ai su. Cet homme sage et bon était mon avenir. L'évaluation était terminée. J'étais simplement amoureuse. Nous avons construit une vie, 3 enfants, 8 petits-enfants. Tout cela bâti sur les réponses qu'il m'avait données. À chaque anniversaire, chaque fois que nous racontions l'histoire de notre rencontre, je souriais et disais « C'était le destin à la bibliothèque ». Étienne rayonnait, et la culpabilité était ma discrète compagne, un secret que je pensais emporter dans ma tombe. Puis 6 mois après sa mort, je triais ses affaires, je rangeais son album de mariage, et glissé derrière notre photo de noces, je l'ai trouvé. Un fragile morceau de papier jauni de mon ancien papier à lettres. C'était ma liste manuscrite, 5 questions. Il avait tracé une petite coche soignée à côté de chacune. En bas, dans son écriture familière et ronde, il avait écrit « Elle a demandé, j'ai répondu, j'ai réussi. Ma chère, merveilleuse Isabelle. PS, je savais. » Il savait. Il avait su depuis le début, pendant 53 ans. Mon secret n'avait jamais été un secret. Il avait vu mon évaluation pour ce qu'elle était, un acte d'amour réfléchi et courageux, venant d'une femme qui avait besoin d'être certaine. Et il m'avait laissé garder mon secret, parce qu'il me comprenait. La culpabilité s'est simplement dissipée. Elle a été remplacée par un amour profond et douloureux pour sa sagesse silencieuse. Et par cette prise de conscience, il prêtait attention à mes questions dès le premier jour. Et il n'a jamais rien dit, pas une seule fois. Pas quand je plaisantais sur notre rencontre providentielle. Pas lors de notre 50e anniversaire, quand nos petits-enfants demandaient à entendre l'histoire. Il souriait juste de son petit sourire discret et me laissait raconter ma version. Il a gardé mon secret pour moi. C'était l'homme qu'il était. Voyez-vous, trouver cette liste a tout changé. Je me suis assise là, par terre dans notre chambre, l'album de mariage ouvert sur mes genoux, à fixer son écriture. Ma chère, merveilleuse Isabelle. Il avait su, tout, la planification, les questions, l'évaluation. Il avait vu clair dans mon jeu timide et introverti dès le premier livre tombé. Et il avait joué le jeu. Plus que ça, il avait approuvé. Laissez-moi vous parler d'Étienne. Il était professeur d'histoire, oui, mais c'était aussi la personne la plus observatrice que j'ai jamais connue. Il remarquait les petites choses, la façon dont je rangeais mes timbres par couleur et par époque quand j'étais stressée, le bleu particulier que j'utilisais dans mes tableaux quand je me sentais sereine. Il faisait attention. Il m'a dit plus tard, des années après notre mariage, qu'il était tombé amoureux de moi dans ce café parce que je posais de vraies questions. Il disait que la plupart des gens ne parlaient que de la pluie et du beau temps. Moi, je lui demandais ses rêves. Il aimait ça, mais je ne savais pas qu'il avait trouvé la liste. J'avais dû la laisser dans un livre ou la faire tomber de ma poche. Il l'avait trouvée et il l'avait gardée. Il avait coché chaque question comme s'il corrigeait sa propre copie. Et il avait réussi. Il l'avait glissé avec notre souvenir le plus précieux. C'était sa réponse silencieuse et aimante à mon secret. La culpabilité que j'avais portée pendant 53 ans, elle a simplement disparu, envolée, comme de la fumée, remplacée par un émerveillement, une immense gratitude, et oui, une tristesse que nous n'en ayons jamais parlé,
que je n'ai jamais pu lui dire « Tu savais, depuis le début ?» et l'entendre rire en me serrant dans ses bras. Cette conversation que nous n'avons jamais eue me manquait. Mais voici ce que j'ai commencé à comprendre, assise par terre. Tout notre mariage était une réponse à ces questions. La façon dont il a élevé nos 3 enfants avec patience, c'était la question sur la famille, vivante et respirante. La façon dont il s'est adapté, a appris à utiliser un ordinateur, m'a soutenu quand je suis retournée travailler à mi-temps. C'était la question sur le changement d'avis en action. Il ne m'avait pas seulement donné de bonnes réponses, il les avait vécues. Et j'ai réalisé que mon secret n'était pas une trahison, c'était juste moi. Une jeune femme introvertie qui aimait la photographie et la peinture, et qui avait besoin d'un système, d'un moyen d'être sûre. Il n'y avait pas vu de la manipulation, il y avait vu du courage. Il m'avait vu. Alors voilà ce que je veux que vous compreniez. Ces questions que posent les femmes, ce n'est pas un piège, c'est une traduction. Nous essayons de traduire vos mots en un avenir où nous pouvons nous voir. Quand j'ai demandé « Quel est le dernier livre qui vous a tenu éveillé ?» je ne demandais pas seulement ce qu'il lisait. Je demandais « Avez-vous de la passion ? Est-ce que quelque chose vous touche vraiment ?» Quand je lui ai demandé son rêve d'enfance, je demandais « Qui étiez-vous avant que le monde vous dise qui être ? Et êtes-vous encore un peu cette personne quelque part ?» La question sur la famille, c'était « À quoi ressemble l'amour pour vous ? Est-il bruyant et chaotique ou doux et constant ?» Et la question sur le changement d'avis, c'était la plus importante. Êtes-vous capable d'évoluer ? Pouvez-vous apprendre ? Pouvez-vous vous adapter avec moi pendant 50 ans ? Étienne avait entendu tout cela. Il écoutait ce que je demandais vraiment. Et ses réponses, d'abord en paroles puis en actes, ont été un retentissant « oui ». La plupart des hommes, surtout les hommes plus âgés, pensent que séduire, c'est faire des compliments, faire du charme. Et peut-être que c'est vrai au début. Mais pour une femme qui cherche quelque chose de vrai, et à mon âge, je vous le dis, c'est ce que nous cherchons presque toutes, ce sont les questions qui comptent. Nous recueillons des informations, nous construisons un plan, parce que nous ne pouvons pas nous permettre de perdre du temps. Nous ne l'avons jamais pu. J'avais 22 ans, j'avais ma liste. Il en avait 24, il avait ses coches. Et nous avons construit tout un univers à partir de cela. 3 enfants, 8 petits-enfants, une maison à Caluire pleine de mes tableaux, de ses livres d'histoire et de notre rire partagé, discret et complice. Mais ça aurait pu ne jamais arriver. Si je n'avais pas posé ces questions délibérées, j'aurais peut-être souri timidement et je serais partie avec mon livre ramassé. Si lui n'avait pas écouté attentivement ce que je lui demandais, il aurait peut-être donné des réponses de façade, polies et creuses. Nous nous sommes rejoints au milieu, mon courage à demander, sa sagesse à entendre. Ce souvenir d'un dîner en particulier me revient souvent. Notre 40e anniversaire. Nous étions dans notre petit restaurant préféré, dans le vieux Lyon. Les enfants nous avaient fait une grande fête le week-end précédent, mais ce soir-là, c'était juste nous deux. Il a tendu la main par-dessus la table et a pris la mienne. Il a dit « Tu te souviens de ce que tu m'as demandé ce premier jour au café, sur le livre ?» J'ai hoché la tête, le cœur serré par cette vieille culpabilité. Il a souri simplement. C'est à ce moment-là que j'ai su que tu étais différente.
Tu as posé une question qui nécessitait une âme pour y répondre. J'ai ri pour détendre l'atmosphère. J'ai plaisanté en disant que j'étais une assistante sociale indiscrète. Il m'a laissé faire. Il me laissait toujours faire. Il me tendait une perche en cet instant précis. Une chance de tout avouer. Et j'avais trop peur de la saisir. J'étais tellement occupée à protéger mon secret que j'ai raté son invitation. Ce souvenir me fait plus mal que tous les autres, cette chance perdue. C'est ça le vrai coup, pas le secret lui-même, mais le rire que nous n'avons pas partagé, ce clin d'œil complice à travers une pièce remplie de nos petits-enfants, cette blague privée qui n'aurait appartenu qu'à nous. Je nous ai volé cette légèreté. J'ai transformé quelque chose de courageux et d'ingénieux en un fardeau. Et lui, en bon Étienne, en a porté sa moitié sans un mot. Je me suis finalement relevée du sol. J'ai remis la liste dans l'album. Je l'ai fermée. Et je me suis sentie vide, purifiée, mais vide. La pierre de culpabilité avait disparu, mais l'homme qui m'aidait secrètement à la porter aussi. La maison de Caluire était si silencieuse. Juste moi, mes timbres et mes tableaux. Mais voici ce qui a commencé à se passer. Le vide a commencé à se remplir d'autres choses, de compréhension. Tout a commencé par une pensée simple et limpide. Il n'était pas dupe. Il m'a choisi quand même. Il avait vu mon début calculé et l'avait appelé ingénieux. Il avait vu mon évaluation et l'avait appelée merveilleuse. Il aimait la vraie moi, la planificatrice, celle qui posait des questions, la femme qui avait besoin d'un système pour naviguer dans quelque chose d'aussi chaotique que l'amour. Il ne m'aimait pas malgré ça. Il m'aimait à cause de ça. Et ça a tout changé. Ça a changé la façon dont je voyais notre mariage tout entier, la façon dont je me voyais moi-même. J'avais passé une vie à me croire celle qui gardait les secrets, la planificatrice dans l'ombre. Mais c'est lui qui détenait la vraie vérité. Il avait vu mon plan et avait construit une vie avec moi, pierre après pierre, selon ses lignes directrices. Il était mon co-conspirateur consentant et joyeux. Voici ce que je comprends maintenant. Ces 5 questions n'étaient pas une manipulation. C'était mon langage. En tant qu'introvertie, en tant que femme qui s'exprimait à travers la composition d'une photographie ou les couches patientes de peinture sur une toile, j'avais besoin d'une façon structurée d'aborder le chaos du cœur. Les questions étaient mon objectif, mon filtre. Et Étienne ne les a pas seulement tolérées, il les a respectées. Il y a répondu de tout son être. Alors voici mon conseil. Surtout si vous êtes un homme plus âgé, qui se demande pourquoi la femme qui vous parle au jardin partagé, au club de lecture ou dans la file au bureau de poste vous pose tant de questions. Écoutez. Écoutez vraiment. Elle ne fait pas simplement la conversation. Elle vous tend une clé. Quand elle demande « Qu'est-ce qui vous plaît dans la vie ?», elle ne fait pas une enquête. Elle demande « Y a-t-il de la joie dans votre vie ? Est-ce que je peux en faire partie ?» Quand elle dit « Parlez-moi de votre enfance », elle demande « Qu'est-ce qui vous a façonné ? Qu'est-ce que vous portez en vous ?» Ce n'est pas de la conversation légère, c'est la conversation la plus importante qui soit. Nous essayons, souvent sans même nous en rendre compte, de savoir si vous êtes un havre de paix, si vous êtes bienveillant, si vous pouvez évoluer, si vous avez une âme qui résonne avec la nôtre. Ne donnez pas la réponse polie et superficielle. Donnez la vraie. Si un livre vous a touché, dites qu'il vous a touché.
Si votre rêve d'enfant était de piloter des avions, dites-le et racontez ce qui vous a ramené sur Terre à la place. Cette honnêteté est le pont. Étienne m'a construit un pont avec son honnêteté sur ce médecin de la Grande Guerre et sur ses convictions qui avaient évolué. Il l'a traversé jusqu'à moi et je l'ai rejoint au milieu. Il n'est pas trop tard. J'ai 75 ans. Étienne n'est plus là. Mais vous avez peut-être 65 ans, ou 58, ou 72, assis en face de quelqu'un dont les questions vous semblent un peu trop précises, un peu trop intéressées. Ne vous dérobez pas. Penchez-vous vers elle. Cet intérêt est un cadeau. C'est une femme qui utilise son temps et son énergie précieux pour savoir si vous méritez davantage. Voyez-y le compliment que c'est. Et répondez comme si votre avenir en dépendait, parce que c'est peut-être le cas. Je vis dans notre maison de Caluire. Je peins encore. J'ajoute encore à ma collection de timbres. Les murs sont remplis de notre histoire, mes paysages, ces vieilles récompenses d'enseignants, des photos de nos 3 enfants et de nos 8 petits-enfants. C'est une vie construite sur des questions et des réponses. C'est un témoignage du pouvoir de l'attention. Cette chaîne est faite pour des histoires comme la mienne, pour les choses qu'on apprend trop tard ou juste à temps. Si ce que j'ai partagé sur Étienne et mes 5 questions vous touche, je vous serai reconnaissante de vous abonner. Cliquez sur la cloche de notification. Il y a peut-être d'autres histoires qui vous parleront, qui vous feront voir votre propre vie différemment. Et laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi, une femme vous a-t-elle jamais posé une question qui vous a marqué? Avez-vous compris ce qu'elle demandait vraiment? Ou peut-être êtes-vous une femme qui a eu sa propre liste. J'adorerais vous lire. Si cette histoire vous a fait penser à quelqu'un, partagez-la. Cliquez sur le pouce levé si elle vous a touché. Et si vous avez votre propre histoire, quelque chose que vous avez porté, quelque chose que vous avez appris sur l'amour, la perte ou les secondes chances, il y a un formulaire dans la description pour la soumettre. Votre histoire pourrait être celle qui aide quelqu'un d'autre à se sentir moins seul. Avant de partir, une amie m'a recommandé un livre après la mort d'Étienne. The Art of Gathering de Priya Parker. Ce n'est pas un livre sur l'amour romantique, pas directement. C'est sur la façon dont nous concevons les moments qui comptent. Il m'a fait réfléchir à la façon dont j'avais conçu ce moment à la bibliothèque et à la façon dont Étienne avait choisi de le recréer avec sa compréhension silencieuse. Il y a un lien ci-dessous si vous êtes intéressé. Ne laissez pas les questions sans réponse. Ne confondez pas une carte avec un test. La bonne personne ne cherche pas des réponses parfaites, elle cherche des réponses vraies. Soyez vrai et faites attention. C'est ainsi qu'on construit une vie qui vous donne un album de mariage, avec une liste secrète et précieuse glissée derrière la photo. C'est ainsi qu'on construit un amour qui dure 53 ans et au-delà. Merci de m'avoir écouté.